Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio Passion Culturelle RPC pour votre émission littéraire Le Livre en Question. Chaque vendredi à 21h, nous avons rendez-vous sur la RPC Radio Passion Culturelle pour l'émission littéraire Le Livre en Question. Le Livre en Question, c'est l'espace des auteurs de livres, romans ou de toute œuvre littéraire d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@larpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76 ou plus 33 06 26 31 36 77, par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en Question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous allons à la découverte de quelques auteurs. Plus précisément, pour ce jour, nous allons vous présenter les auteurs Amadou Hampâté-Bâ et Véronique Taillot. L'auteur Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ est né en 1900 à Bandiagara, chef-lieu du pays d'Ogon et ancienne capitale de l'Empire Toucouleur, au Mali. Enfant de Hampâté-Bâ et de Khadija Paté Poulou Diallo, il est descendant d'une famille Peul noble. Peu avant la mort de son père, il sera adopté par le second époux de sa mère, Tidjani Amadou Ali Thiam, de l'ethnie Toucouleur. Il fréquente d'abord l'école coranique des Tieno Bogar, un dignitaire de la confrérie Tidjani, avant d'être réquisitionné d'office pour l'école française de Bandiagara, puis à Djenné. En 1915, il se sauve pour rejoindre sa mère à Kati où il reprendra ses études. En 1921, il refuse d'entrer à l'école normale de Gorée. À titre de punition, le gouverneur l'affecte à Ouagadougou en qualité d'écrivain temporaire à titre essentiellement précaire et révocable. De 1922 à 1932, il occupe plusieurs postes dans l'administration coloniale en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, puis jusqu'en 1942 à Bamako. En 1933, il obtient un congé de 6 mois qu'il passe auprès de Tieno Bogar, son maître spirituel. En 1942, il est affecté à l'Institut français d'Afrique noire, IFAN de Dakar, grâce à la bienveillance de son directeur, le professeur Théodore Monod. Il effectue des enquêtes ethnologiques et recueille les traditions orales. Il se consacrera notamment à une recherche de 15 ans qui le mènera à rédiger sur l'empire Peul de Massina. En 1960, à l'indépendance du Mali, il fonde l'Institut des sciences humaines à Bamako et présente son pays à la conférence générale de l'UNESCO. En 1962, il est élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO. En 1966, il participe à l'élaboration d'un système unifié pour la transcription des langues africaines. En 1968, à l'indépendance de son pays, il est nommé ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. En 1970, son mandat à l'UNESCO prend fin. Amadou Hampâté-Bâ et son disciple Alpha Ibrahima Sow seront récompensés en 1975 par l'Académie française en reconnaissance des services rendus au dehors de la langue française, médaille d'argent du prix de la langue française. Amadou Hampâté-Bâ se consacre alors entièrement à son travail de recherche et d'écriture. Les dernières années de sa vie, il passera à Abidjan en Côte d'Ivoire à classer ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales d'Afrique de l'Ouest ainsi qu'à la rédaction de ses mémoires. Angoulême, l'enfant Peul et Oui mon commandant qui seront publiés en France en 1991. Il meurt à Abidjan en mai 1991. La publication, la révision et la conservation de ses écrits ont reçu l'aide d'Hélène Heckman, devenue sa femme en 1969. Lors de la 11e conférence générale de l'UNESCO, Amadou Hampâté-Bâ prononce un discours, 1er décembre 1960, où il demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente, au même titre que la sauvegarde de monuments de Nubie.
Il a cette métaphore. Pour moi, je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. Apprenez que dans nos pays, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Dans la pure tradition orale, la formule est abondamment reprise et déclinée en de multiples variantes, telles que « chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle ». L'auteur fait lui-même une mise au point lors du Festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966 et reformule ainsi sa pensée. En Afrique, chaque fois qu'un vieillard traditionnaliste meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. En 1975, l'Académie française décerne à Amadou Hampâté-Bâ la médaille d'argent du prix de la langue française pour ses services rendus à la langue française au dehors. En 1974, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire lui est octroyé pour L'étrange destin de Wangrin. Écoutons maintenant Lydia Antoine qui nous présente ici notre deuxième auteur, Véronique Tadjo. Lydia Antoine. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de l'émission littéraire Le Livre en question. Bonsoir Simplice. Véronique Tadjo est née le 21 juillet 1955 à Paris. C'est une écrivaine ivoirienne, auteure de poèmes, de romans et d'ouvrages pour la jeunesse qu'elle illustre elle-même. Après avoir séjourné longtemps au Kenya et en Angleterre, elle vit aujourd'hui en Afrique du Sud où elle dirige depuis 2007 le département du français de l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Elle est lauréate du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2005. Née à Paris d'un père ivoirien et d'une mère française, Véronique Tadjo a grandi en Côte d'Ivoire. Elle a fait l'essentiel de ses études à Toulouse, puis s'est spécialisée dans le domaine anglo-américain à la Sorbonne Paris 4. Sa thèse de doctorat en civilisation africaine-américaine porte sur le processus d'acculturation des Noirs à travers l'esclavage. Après avoir enseigné l'anglais au lycée moderne de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, elle a occupé le poste d'assistante au département d'anglais de l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Elle a écrit plusieurs romans et recueils de poèmes. Ses livres donnent sa vision de l'histoire familiale, Loin de mon père, l'histoire nationale Reine Pokou est l'une des tragédies africaines les plus cruelles de notre temps. Le génocide des Tutsis au Rwanda, l'ombre d'Imana. Il y a une dizaine d'années, Véronique Tadjo s'est lancée dans la littérature pour la jeunesse afin d'apporter sa contribution à l'émergence d'une production africaine. Elle a animé plusieurs ateliers d'écriture et d'illustration, notamment au Mali, au Bénin, au Tchad, en Haïti, à l'île Maurice et au Rwanda. Elle a vécu dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Après 14 ans à Johannesburg, où elle a dirigé le département du français de l'université de Witwatersrand, elle est maintenant basée entre Toulouse et Bamako. Elle est Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2005. Ses œuvres sont également traduites en plusieurs langues. Merci à toi Lydia Antoine. L'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression à mots couverts. L'expression à mots couverts signifie en thème voilé, en thème moins net, avec des sous-entendus, sans tout dit franchement et ouvertement. Expression dont les origines remontent au XVIIe siècle, dont le verbe couvrir prendrait plutôt le sens de dissimuler, cacher. Les mots couverts exprimés dans ce dicton cherchent à décrire celui qui veut cacher ses intentions ou dissimuler une réalité qui risque de choquer. Exemple d'utilisation. Dans un entretien, la ministre a critiqué à mots couverts l'attitude du Premier ministre. Expression française synonyme que nous vous proposons est à demi-mot, qui signifie s'exprimer de façon indirecte. C'était l'expression de la semaine à mots couverts. Une virgule musicale maintenant avec Foxy Dana dans Show Me Love. Présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Zemmour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Maskilili, auteur Dani Loni, qui est aussi chroniqueuse dans cette émission. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier.
Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers de Forces Invisibles, auteur Béatrice Obi-Teki. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Seba. Le marketing pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, qui est aussi collaborateur sur cette émission. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin, qui est chroniqueur sur cette émission. Trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animaux. En entendant mon combat contre l'endométriose de Sylvie Jean Lavallée. Jeune africain et caribéen face à l'avenir de Jean-Célestin Edjenké et Philomé Robert. Et enfin, Cannabis, insecte de mensonge et d'hypocrisie de Pierre Médel Guéhi. Une virgule musicale maintenant, ici avec le talentueux Thibaut Zimeli dans le titre Djamou. Ajamule o daraogo, mosi jamule o daraogo.
L'actualité du livre. Dans la rubrique L'actualité du livre, écoutons l'écrivain poète Phénix Jasmin nous lit un poème d'un auteur haïtien. Phénix Jasmin. 12 janvier noir. Le soleil se déprima, puis se coucha au pied des larmes. 1000 bougies s'allumèrent devant la cathédrale d'un Port-au-Prince en torche d'avocat. Qui plaide le sang des innocents de la nature? La prière se donna rendez-vous au champ de Mars, sans nul leadership. Puis la chorale détonna dans la douleur, sans maestro. Au calme de l'espérance, pouvant dulcifier des rêves cassés en 1000 morceaux de stress, jusqu'à l'écho d'un traumatisme noir, ayant la même magnitude que le séisme qui fit débouler ma république, jusqu'à la transformer en un cimetière, à la belle étoile sans tombe ni baron. Oh, 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 odeur fraternelle et répugnante. Oh, oh, musée des ossements en pleine rue. Hélas, les chiens ont un nouvel ennemi, Lucie. Au feu ta main soignante, pauvre nature, car vers 3 monta le sang des innocents du 12 janvier noir. Toujours dans l'actualité du livre, écoutons la prestation de l'haïtienne Rose Luman Saint-Jean au concours de l'éloquence organisé par l'Université de la Sorbonne Panthéon 1. Ensuite, on écoutera l'interview qu'elle nous a accordée après avoir remporté le prix du public de la télévision TV5 pour son éloquence. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore. Non parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever. Celui que nous refusons de remettre à plus tard. Celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, en 1962, ce discours de John Fitzgerald Kennedy a révolutionné le domaine spatial dans le monde. Après les essais réussis, il ne suffisait plus de compter ou de contempler les étoiles. Désormais, il fallait viser la Lune, il fallait décrocher la Lune. En 1963, Martin Luther King a fait un rêve. Il a vu l'Amérique libérée des inégalités et de la haine. 2 rêves, apparemment éloignés, mais pourtant si proches, tant ils tendent vers un idéal de progrès, de bien-être, de foi, dans un lendemain meilleur. 2 rêves devenus réalité, puisqu'en 1969, Neil Armstrong marcha sur la Lune. Et le 2 juillet 1964 est signée aux États-Unis d'Amérique la loi historique sur les droits civiques qui abolit la ségrégation raciale et les pratiques discriminatoires. Bien sûr, il y a eu George Floyd et les autres. Il y a aussi eu Obama et Kamala Harris. Il y a eu bien évidemment Columbia, mais il y a eu Thomas Pesquet et les autres. Aujourd'hui encore, nous continuons de viser la Lune et au-delà. Aujourd'hui encore, nous continuons de dire que la vie des Noirs compte. La vie de tous les humains compte. Mesdames, Messieurs, décrocher la Lune, c'est s'attaquer à ses limites. C'est certes ambitieux, mais c'est justement le but du rêve. Rêver plus grand, vers l'infini et au-delà. Car l'impossible est temporel, par un effort motivé. Vos rêves, nos rêves peuvent devenir réels.
Je vous mentirais si je vous disais que tous ceux qui ont visé la Lune l'ont décroché. Certains n'ont même pas réussi le décollage, d'autres ont été fauchés en plein vol. Mais comme disait Edgar Lassalle, pour mériter l'estime, il n'est pas indispensable d'avoir fait de grandes choses. Il suffit de les avoir tentés. Il faut tendre vers l'impossible, car les grands exploits passés ont été la conquête de ce qui semblait impossible. Vouloir décrocher la Lune témoigne de la curiosité, de l'engouement, de l'engagement d'apprendre et d'entreprendre. Il est là, le secret des progrès de l'humanité, consistant à inventer, à solutionner les problèmes pour rendre la vie vivable, sortir des grottes pour construire des gratte-ciels, quérir la liberté et des droits pour tous, faire voler les avions dans l'air. Autant d'exemples de lunes décrochées, mais inatteignables, indépassables avant. Décrocher la Lune est une lutte perpétuelle, un combat sans fin, une conquête de mental aguerri. C'est le défi même de l'existence. Mesdames, messieurs, chacun de nous est interpellé à placer une lune dans une sphère de sa vie. Car chacun a sa vision, ses obligations, son pari à gagner pour soi-même, pour ce qu'on aime et pour notre planète. En Haïti, mon pays, à plus de 7300 km d'ici, nous sommes confrontés à des défis majeurs. Enlèvement, assassinat, injustice, corruption, pauvreté pourrissent notre quotidien. Nous sommes au fond du trou. Voir la lumière au bout du tunnel serait déjà un bel exploit. Mais nous devons décrocher la Lune, celle de la paix et du développement durable, de la justice, de la sécurité et de l'état de droit. Un peu comme nos ancêtres qui, après tant d'années d'esclavage, après s'être mis à rêver de liberté, ont terrassé la première puissance militaire au monde. Je ne vous dirai pas laquelle. Ma présence ici, au mythique et prestigieux Panthéon, j'aurais pu dire aussi, et vous en conviendrez avec moi, dans le froid très glacial de Paris. C'est pour rappeler à tous que si besoin est encore, que nous avons le droit de rêver, que nous avons le devoir d'y croire, de croire en notre étoile, de viser, de décrocher la Lune. Mais mieux encore, laissons la Lune, allons plus loin, encore plus loin. N'ayons pas de limites, même pas de limites. Soyons toujours dans la quête incessante de dépassement de soi. Rêvons, travaillons et exigeons l'impossible. Merci. Je suis très contente d'être là pour parler un peu avec vous et de partager avec vous mes émotions après avoir remporté le prix du public de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je sens très satisfaite et très fière d'avoir remporté ce prix. Et ce prix témoigne de la solidarité du peuple haïtien. Et je profite de l'occasion pour les remercier pour cette solidarité pour les Haïtiens, de la part des Haïtiens qui sont en Haïti et aussi de la diaspora. Alors, après votre retour au pays, quels sont vos projets? De retour en Haïti, mon projet plus récent, c'est ma graduation et de soutenir mon travail de mémoire pour obtenir ma licence en droit. Voilà. Ok. Et au niveau de l'université Panthéon, ce concours auquel vous avez participé, alors comment s'est fait votre préparation? Alors, comment est-ce que je me suis préparée pour cette compétition? Il faut dire que pour arriver là, j'ai été coachée par plusieurs personnes. On nous a envoyé les sujets et une fois qu'on m'envoie les sujets, je commençais à lire et à obtenir tout ce qu'on disait déjà sur le sujet, que ce soit les livres, que ce soit les musiques, donc toutes les citations à propos du sujet. Et à partir de là, je commence à construire mon argumentaire. Puisque si on cite quelque chose, on devrait dire que c'est quelqu'un qui l'a déjà dit. Donc pour cela, il fallait avoir vraiment toutes les informations concernant le sujet en question. Et aussi, je discute avec des personnes dans des domaines divers. Et de là étant, je construis mon argumentaire et je remets ça à mon coach, qui était Maître Nathan Laguerre, qui a pu travailler avec moi pendant les différentes phases de la compétition. Voilà. Et si vous avez des conseils à des jeunes qui veulent suivre un peu vos traces? Un conseil, je pourrais dire qu'il faut faire des pas chaque jour. C'est pas du jour au lendemain qu'on va
c'est pas un jour qu'on se lève, on va obtenir quelque chose d'extraordinaire, mais c'est à partir des petits pas qu'on réalise chaque jour dans sa vie qu'on va vraiment réussir. Et il faut surtout demander de l'aide aux autres parce qu'on va pas pouvoir réussir tout seul. On a besoin des autres. Et il faut tendre vers l'autre et à partir de ça, je pense qu'on pourrait vraiment avancer. Et je pense que à partir de cette expérience, je sais aussi que d'autres personnes qui voudraient suivre mes traces, qui souhaiteraient que je leur donne des conseils, je serai toute disponible. Sur le plan professionnel, quelle carrière comptez-vous embrasser? Pour l'instant, je travaille avec la Fondation panaméricaine de développement. Je travaille au niveau des collectivités territoriales haïtiennes, dans le cadre du projet de développement de la Banque mondiale. Et parce que moi-même, c'est cette étude que j'ai fait avant, j'ai étudié la gouvernance locale et ce travail-là marche de pair avec mes études. Parce qu'on vous verrait bien comme avocat en train de bien sûr, je souhaiterais devenir avocate, c'est pour ça que je dis que mon projet récent c'est de sauter mon travail pour rentrer au barreau, dans n'importe quel barreau en Haïti. Moi-même, il faut dire que jusqu'à présent, tout ce que j'ai vécu c'est en Haïti. Mes études, primaires, secondaires, universitaires, je travaille déjà en Haïti. Mais je pense que s'il y a vraiment possibilité pour moi d'avancer, mais de faire mes études, de faire des études supérieures dans d'autres espaces, dans d'autres pays qui m'offrent la possibilité, je le ferai. Et je pense que je serai toujours la même personne qui souhaite vraiment aider les autres dans mon pays. Mais je pense que s'il y a la possibilité de faire des études à l'étranger, dans un pays qui m'offre la possibilité de faire des recherches, je le ferai. Ok, merci. Je ne suis pas dans cette logique pour dire que Haïti, uniquement Haïti, donc il faut s'ouvrir vers l'autre et avoir la plus grande culture possible pour pouvoir vraiment aider dans son pays. Ok, merci. Et un petit message pour nos auditeurs Radio Passion Culturelle. Je tiens à remercier les auditeurs et auditrices de Radio Passion Culturelle. Et ça a été pour moi un plaisir de parler avec eux pendant un moment. Et je leur souhaite du courage et aussi de la détermination pour pouvoir réaliser leurs projets de vie et aussi les projets qui concernent l'humanité entière. Ok, merci. Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de Dani Loni, notre chroniqueuse, pour son coup de cœur littéraire. Écoutons Dani Loni. Bonjour à tous, bonjour Simplice, ravi de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur littéraire et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, ma chronique est consacrée au roman Wishi Bergui, La montagne sorcière, une histoire de résistance en Guyane par Olson Kwadjani, paru en 2021 aux éditions L'Harmattan. Olson Kwadjani, français de souche guyano-surinamaise âgé de 27 ans, est un jeune homme aux multiples talents. Il a suivi l'enseignement de nombreux conteurs au Suriname et en Guyane, sur les deux rives du fleuve Maroni. Il s'investit dans la transmission de contes traditionnels, mais également dans l'invention, la production et la diffusion de ces matos qu'il aime à partager. Il est actuellement chercheur en sciences de la communication. Il a participé à plusieurs ouvrages collectifs. Wishi Bergui, La montagne sorcière, est son premier ouvrage personnel publié. La quatrième de couverture de cet ouvrage. Interroger ses origines et ses propres coutumes contemporaines pour les mettre en perspective avec la pression sociale qu'implique l'intégration à la société moderne, tout cela oblige à poser un certain nombre de questions qu'il faudra bien solutionner, même si les réponses n'en sont pas évidentes. Est-il légitime de recourir à une certaine forme de violence afin de sauvegarder son territoire, son mode de vie, sa culture, pour tout dire, son propre avenir et celui de son peuple ? Cette violence peut-elle être considérée comme éthique ? La violence institutionnelle et sociétale justifie-t-elle la violence populaire en réponse à celle-ci ? La menace peut-elle devenir un régulateur social ? Autant de questions auxquelles vont devoir répondre Jelsi, le jeune Bushinangé et son ami Yana l'Amérindien, pour sortir vainqueurs du combat qui menace leur âme et l'existence même des peuples de Guyane. Les extraits. Page 17. Avez-vous donc perdu toute intelligence, toute capacité à réfléchir ? Nos jeunes n'ont pas de travail, alors que nous avons des représentants élus incapables de se révolter face à la France qui condamne nos enfants à monter dans un avion le ventre bourré de capsules de cocaïne ? Et vous croyez des étrangers qui vous disent qu'ils vont leur offrir des formations à des métiers qu'ils devront abandonner après quelques années pour tenter de survivre dans un pays dévasté ? Page 17-18. Vous les croyez lorsqu'ils vous disent qu'après ils replanteront des arbres et que la forêt repoussera ? Même s'ils le font, que planteront-ils ? Une espèce unique, choisie certainement pour son exploitation des wassailles ou peut-être même des palmiers à huile qui se substitueront à notre forêt traditionnelle ? Qu'en sera-t-il de nos fromagers, de nos muscadiers et des angéliques que nous utilisons pour construire nos pirogues ?
Les esprits accepteront-ils d'habiter des arbres plantés en alignement, élagués et taillés pour donner du profit aux hommes? Page 46. L'inquiétude du chef autochtone. Depuis 500 ans, nous avons été trop soumis, après avoir été conquis, asservis puis assujettis. Nous sommes, dit-on, calmes et pacifiques. Oui, placides, mais à coups de RSA, à coups de CAF. Ils nous ont rendus dépendants, tuant chez notre peuple la moindre velléité de résistance. Alors comment s'étonner qu'après tout ce temps, des gens traversent à nouveau la mer pour venir s'approprier la terre sur laquelle nous dormons? Mon sentiment sur cet ouvrage. Bien que conteur et poète, l'auteur est issu d'une culture de l'oralité et c'est pas à pas qu'il a suivi le chemin de l'écriture. Dès les premières lignes, on se retrouve transporté dans le vif du sujet, la sauvegarde de la forêt et de ses habitants. Avec ce premier roman, l'auteur renoue avec ce qu'il a de plus précieux, le partage, mais cette fois par écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nécessité pour lui de mettre au grand jour les difficultés que rencontrent les peuples de la forêt, parce qu'ils ont droit de vivre à leur façon, selon leurs coutumes et leurs enseignements qui sont, on le sait, tous en harmonie avec la nature. La forêt est en eux et eux font partie de la forêt. On sent bien qu'il a cette volonté d'apprendre, de faire comprendre au monde entier que l'existence est un bien précieux, mais aussi que pour assurer la vie dans cette grande forêt primaire qu'est l'Amazonie et la protéger, c'est d'abord permettre à tous ceux qui y vivent et en dépendent de leur donner une garantie de pérenniser leur tranquillité pour les générations futures. Il veut garder à l'esprit et il veut garder à l'abri également des vautours de l'industrie minière et des multinationales un mode de vie ancestral, gardienne de leur paix et celle de la planète. Il montre dans cette histoire de résistance guyanaise les enjeux et les défis d'un affrontement annoncé si les uns persistent à détruire les autres. Le héros de l'histoire, Djelsi, est Bushinangé, territoire dont l'auteur lui-même est issu. Il nous emmène au cœur même de la vie des Noirs marrons qui sont avec les Amérindiens les défenseurs de leurs cultures indigènes, indispensables à leur vie quotidienne. Il est primordial d'entendre ce roman que tout lecteur percevra à travers les lignes comme un appel à maintenir une vigilance face au pouvoir des systèmes de cupidité exacerbés plutôt que la levée d'une résistance farouche qui n'irait qu'en s'accroissant, résultante d'un absolutisme venant d'en face. Olson Kwadjani est certainement celui qui donnera le ton en tant que Bushinangé à travers les questionnements de ce récit, afin de réfléchir à la façon dont peuvent travailler ensemble les autochtones des deux rives du Maroni, afin de peser sur les décisions radicales de sociétés modernes et de leur soif de domination. Il met à profit des coutumes millénaires pour les confronter dans le combat qu'il s'est donné de défendre sa manière de vivre, ses traditions et la survie de son peuple. Ce roman résume à lui seul le combat pour la protection de la forêt amazonienne avec comme arme sa plume. Il invite le lecteur à comprendre la tenue d'un possible désastre humanitaire et environnemental. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle chronique littéraire. Alors pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour, si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Proverbe africain. Votre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire, Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.fpp.net, et c'est dans l'émission Le JD Info, chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses et chroniqueurs Lydia Antoine, Lucrèce Taïro, Daniloni et Phoenix Jesmin pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour entrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées, émission Le Livre en question, téléphone WhatsApp, +33 06 26 31 36 77, la RPC, la radio Passion Culturelle, par email, contact, @la rpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76, ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online.
ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans nos studios qui se trouvent au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. On finit en beauté avec un remix du jeune Youngre. À très bientôt. Great, you made it. Jésus est bon.